Célia Isoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, philosophe, spécialiste des nouvelles technologies sous l'angle de leurs impacts à la fois sociaux et environnementaux, et vous avez participé au dernier travail d'enquête de Splend, ce média d'investigation indépendant et breton, sur le thème de l'exploration minière ici en Bretagne. C'est un dossier qui est en 5 volets. Les derniers ont été publiés juste avant les fêtes de fin d'année, et ça aurait été dommage de ne pas revenir sur ce travail assez conséquent. C'est toujours à lire en libre accès sur le site splend.org, SPLA2N. Et on commence par dire que vous n'êtes pas arrivé par hasard sur cette enquête, Célia Isoire, puisque l'année dernière, vous avez publié un ouvrage sur le sujet de l'exploitation minière. La ruée minière au XXIe siècle, c'est son titre, est paru aux éditions du Seuil. Ruée minière qui est menée notamment au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. De prime abord, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Il faut expliquer en quoi. Alors oui, effectivement, c'est très contre-intuitif puisque l'extraction minière est réputée l'une des activités les plus polluantes au monde, l'une des activités qui émet le plus de carbone, d'équivalent carbone de tous les secteurs. Et pourtant, après l'accord de Paris, il y a vraiment eu une sorte d'offensive de la Banque mondiale et du lobby minier pour démontrer que pour respecter l'accord de Paris, il fallait surtout mettre en place une politique de substitution énergétique, donc produire des énergies renouvelables, déployer des parcs de véhicules électriques, et que tout ça allait demander énormément de métaux. D'autant plus que personne ne remet en question la consommation d'électricité et le mode de vie que je qualifie d'impérial. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle la transition fait appel à des quantités absolument colossales de métaux qui sont très polluants à extraire et qui, en plus, dont l'extraction émet énormément de gaz à effet de serre. Donc ce livre, il est consacré à cette impasse et en fait cette délocalisation des émissions carbone. Pour résumer un peu, on lit qu'il faudrait produire en 20 ans autant de métaux qu'on en a extraits au cours de toute l'histoire de l'humanité. Ruée sur le cuivre en Andalousie, extraction de cobalt au Maroc, guerre des ressources en Ukraine. Les deux superpuissances aujourd'hui, s'il fallait en citer deux, ce seraient la Russie et la Chine sur le sujet de l'extractivisme. Oui, c'est-à-dire au niveau de la capacité d'obtenir des métaux pour alimenter une industrie, c'est essentiellement la Chine, puisque les États occidentaux ont délégué à la Chine la fabrication. La Chine est devenue l'atelier du monde aux grandes heures du néolibéralisme. Donc très logiquement, la Chine est devenue le fabricant de tout. Et donc pour fabriquer tout, il faut des matières premières de toutes sortes, donc particulièrement des métaux. L'autre chose qu'il faut souligner, c'est que la ruée minière qu'on connaît actuellement, qui est en fait un accroissement d'une tendance de fond qui déjà était croissante, elle n'est pas juste pour produire des batteries, pour produire des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Des choses qu'on pourrait considérer comme plutôt vertueuses. Et en fait, cette ruée minière, elle est pour tout le reste aussi. C'est-à-dire que le problème, c'est que la demande en métaux croît à une vitesse phénoménale dans énormément de secteurs, notamment pour déployer la 5G, pour alimenter les data centers pour le secteur du numérique, le secteur qui connaît la plus forte croissance, le secteur qui lui-même consomme énormément d'énergie, d'électricité d'origine renouvelable. Donc vous voyez le problème. Donc on est dans ce contexte-là et l'argument de extraire des métaux pour la transition est en fait utilisé tous azimuts par l'industrie minière pour ouvrir à peu près n'importe quelle mine dans n'importe quelle partie du monde, quelle que soit la substance recherchée. Ainsi, l'entreprise Imerys, pour justifier son activité à Glomel en Centre-Bretagne, elle-même nous explique que l'andalusite est une substance nécessaire à la transition. Eh ben, on revient vers le territoire breton, même si on parle là d'un dossier qui se joue sur une scène mondialisée et très concurrentielle. Eh bien, ce sujet nous concerne ici en Bretagne. Je pense que beaucoup de citoyens comme moi n'ont pas forcément connaissance de l'existence d'une mine très active dans la région, donc en l'occurrence dans les Côtes d'Armor. Oui.
Effectivement, ce site d'extraction est resté assez discret jusqu'ici. Donc, administrativement, ce que j'appelle la mine de Glomel, c'est un site d'extraction qui est une carrière. Alors, pourquoi mine-carrière ? En fait, dans la loi française, les carrières sont nommées ainsi en fonction des substances qu'on y extrait. Du quartz, du sable, et les mines en fonction des substances qu'on y extrait aussi. L'andalosite, qui est extraite à Glomel, ne fait pas partie de la liste des substances qui dépendent des mines et du code minier. Donc par défaut, c'est une substance de carrière. Après, dans la pratique, l'activité qui est menée à Glomel est une activité minière, au sens où ce qui caractérise malheureusement la mine aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des concentrations de la substance qu'on recherche qui sont très très faibles dans le gisement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez extraire des quantités de roches absolument phénoménales, plusieurs millions de tonnes par an, par exemple à Glomel, et vous allez produire à partir de ces millions de tonnes de roches, en fait, quelques dizaines de milliers de tonnes de produits que vous allez pouvoir vendre. Et le reste, c'est des déchets. Et le problème des mines, c'est évidemment ces déchets dont traite une grande partie de cette enquête. Pour revenir peut-être rapidement sur l'histoire de l'exploitation minière en Bretagne, on peut redire que donc les mines, elles ont été particulièrement actives au XVIIIe, au XIXe siècle, en particulier pour ce qui est des mines de plomb argentifère. Et la dernière au nord de Rennes, elle avait fermé dans les années 50 après avoir été réactivée au moment de l'occupation. Après avoir redit un mot sur cette histoire, aujourd'hui on est donc à l'échelle mondiale sur la reprise d'une activité minière avec une ampleur inédite. En Centre-Bretagne, ce mouvement, il se manifeste par donc aujourd'hui le projet d'ouvrir une 4e fosse dans ce qui est donc une carrière à Glomel. Pour compléter, disons que la carrière mine de Glomel, elle est en fonctionnement depuis les années 70 et elle produit de l'andalosite, donc ce minéral en fait industriel, dont j'ai pas précisé, mais donc qui sert à produire des systèmes qui vont être réfractaires, c'est-à-dire qui vont résister à la chaleur. On utilise de l'andalosite, par exemple, dans des fours, donc dans toute l'industrie. Et donc, il n'y a pas, strictement parlé, d'augmentation de la production à Glomel. Donc l'effet ruée minière, il ne fonctionne pas à Glomel. C'est juste que l'entreprise Imerys veut continuer à exploiter son gisement. Et continuer à exploiter son gisement, ça veut dire ouvrir une nouvelle fosse et du coup extraire encore des millions de tonnes de roches et donc générer des millions de tonnes de déchets, ce qui a un impact considérable. Il pourrait donc être question d'autoriser l'exploitation jusqu'en 2044. Ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il y a un recours qui a été déposé par Eaux et Rivières de Bretagne à l'automne 2024. Et on arrive peut-être à ce qui devient très intéressant, c'est que sur le papier, cette multinationale Imerys déclare n'avoir aucun impact sur le milieu. Il y a eu une étude de menée alors par elle-même. Avec Splan, vous avez donc décidé d'aller mener des analyses sur le terrain pour vérifier ces dires et constater plusieurs choses. Il y a une pollution de l'eau et puis surtout il y a une absence d'information de la population sur le sujet. Alors oui, effectivement, puisque en fait, dans le système français, finalement, il n'y a pas de contre-expertise. C'est-à-dire que c'est l'industriel qui va payer des cabinets, des bureaux d'études environnementales pour faire des études d'impact ou pour faire des études sur l'état de la rivière, etc. Donc, on devine qu'il y a une certaine pression financière qui est exercée sur ces organismes qui produisent des rapports qui sont un peu étranges, un peu contradictoires. C'est particulièrement le cas dans les rapports qui ont été produits par Imerys, par exemple, sur l'état du Crasus, qui est la rivière en aval de la mine. Et donc, ce qui m'a frappé et ce qui m'a amené à mener cette ébauche de contre-études, c'est que on a une situation très paradoxale où Imerys est autorisé par l'administration à déverser des quantités très très importantes de contaminants à son point de rejet.
C'est-à-dire que la mine rejette chaque année 1,5 million de mètres cubes d'effluents industriels dans un tout petit ruisseau. Et les autorisations de rejet, c'est des kilos par jour d'hydrocarbures, jusqu'à 11 kilos par jour de cobalt et de nickel, et d'autres métaux qui sont des contaminants. Donc, quand Imerys nous dit, en fait, il n'y a aucun impact sur la réserve naturelle en aval et sur les stations de pompage d'eau potable en aval, on se demande comment c'est possible pour une mine qui fonctionne en plus depuis les années 70. Et dans l'étude qui a été produite par le cabinet qui a fait travailler Imerys, finalement, on s'aperçoit que déjà les conclusions de l'étude contredisent l'étude, parce que les conclusions disent qu'il n'y a aucun impact, mais l'étude elle-même dit que, si, il y a une augmentation des anomalies de la tératogénèse pour certains organismes vivants. Donc il y a quelque chose de très contradictoire. Et aussi, les sédiments, la matière qu'on trouve dans le lit de la rivière, on n'y a pas recherché les polluants les plus évidents. À savoir l'arsenic et le cadmium qui sont assez problématiques. Oui, l'arsenic et le cadmium, il fallait les rechercher puisqu'ils font partie des substances cancérigènes, donc très préoccupantes, qu'on trouve dans les résidus miniers. Par ailleurs, évidemment, il fallait rechercher du nickel et du cobalt, qui sont des métaux cancérigènes, toxiques. Donc voilà, ça, c'est ce que, avec l'aide d'un chercheur en écotoxicologie, Frédéric Humbert, on a fait, avec une petite campagne de prélèvement, à la fois non loin du point de rejet d'Imerys et sur la réserve naturelle de Glomel. Et ce qu'on y trouve, ça confirme en fait les craintes. C'est-à-dire que non loin du point de rejet d'Imerys, on a jusqu'à 60 fois la teneur en nickel qu'on pourrait trouver dans un cours d'eau en bon état écologique, selon plusieurs études. Et en cobalt, on a jusqu'à 20 fois cette teneur. Un peu plus en aval, au niveau de la réserve naturelle régionale des Landes et Marais de Glomel, là, on a 10 fois la concentration en cobalt qu'on pourrait attendre dans les sédiments d'eau douce en bon état, et pour le nickel, 11 fois. Donc c'est une pollution très très importante. Il y a aussi une pollution au manganèse, et puis une pollution à l'arsenic et au cadmium. Évidemment en fer, ce qui est un peu moins préoccupant. Ça appelle évidemment d'autres études, ça appelle aussi un vrai travail sur l'écotoxicologie, puisque on a des concentrations en métaux, mais ça nous dit pas comment ces métaux sont absorbés par les organismes vivants, quel impact réel ça a, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a quelque chose de profondément mensonger dans la prétention à ne pas polluer, et que à terme, ça pose un problème pour le pompage de l'eau potable. Les conclusions de votre travail d'enquête donc sur l'impact de ce qui se passe dans cette carrière à Glomel sur l'environnement, ça donne de bonnes raisons à des citoyens pour se mobiliser localement contre l'ouverture d'une 4e fosse sur le site. Ce qui est intéressant, c'est le sujet d'un autre volet de l'enquête, c'est qu'une partie de la population se retrouve finalement un peu pieds et poings liés, puisque cette mine, cette carrière, elle est synonyme d'emploi et implique aussi un soutien de la part de la multinationale à la vie associative, au monde agricole. Ça rend la mobilisation compliquée. Oui, effectivement, ça c'est pas du tout propre à Glomel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les territoires où l'industrie minière est présente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une emprise du territoire qui est créée année après année par l'industrie minière, et qui rend la contestation très très difficile, et qui aussi intoxique le territoire d'une autre manière. C'est-à-dire que moi, je me suis penchée sur l'intoxication aux métaux lourds, aux métaux toxiques, mais il y a aussi l'intoxication des relations humaines, et en fait, la division qui est causée par l'entreprise minière, puisque elle met la communauté face à un dilemme entre le risque de cancer, pour faire vite, et l'emploi.
Suite à la publication de cette enquête par le média d'investigation breton Splend, la région Bretagne s'est dite vigilante pour voir un peu ce qui allait se passer après. On le redit, il y a aussi un recours qui a été déposé, donc ça va se jouer désormais devant la justice. Le troisième volet de l'enquête, on le dit au passage, il dresse le portrait de cette multinationale qu'on a citée, Imerys, entre les mains de deux familles et qui compte aujourd'hui plus de 13 000 salariés dans 54 pays du monde. Pour ce qui est de Glomel, on est sur une équipe de environ 90 salariés et puis aussi une vingtaine d'intérimaires qui travaillent donc sur place. Je passe rapidement là-dessus pour élargir la discussion à l'exploitation minière en Bretagne. Il n'y a pas qu'Imerys dans le jeu, mais il y a aussi, c'est le sujet d'un autre volet de l'enquête, une start-up qui s'appelle Braise Ressources, qui s'intéresse à plusieurs communes en Bretagne, mais aussi dans le Maine-et-Loire. Il y a des permis de recherche minière qui ont été déposés en 2023 de façon un petit peu opaque. Il faut expliquer qu'en fait, l'idée pour les acteurs du secteur minier, c'est de multiplier les projets de façon assez démentielle pour augmenter les chances de succès qui sont pas si élevées que ça, on le dit comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, en France, on a vu ces dernières années une multiplication des demandes de permis d'exploration, dont certains ont été accordés, et dont certains sont en cours de traitement. Et donc ces demandes de permis d'exploration, elles sont déposées par, vous appelez les startups, dans le monde minier on appelle ça des juniors, c'est des toutes petites boîtes qui font de la spéculation et qui, une fois qu'elles ont la possibilité de faire de l'exploration sur un gisement, et qu'il y a des investissements, et puis qu'il y a une bonne certitude que le gisement pourrait être exploité, alors il y a des majors, comme on dit, des grandes entreprises minières qui arrivent pour mener l'exploitation. Imerys, pour revenir là-dessus, Imerys, c'est une major. C'est une grande entreprise minière. Elle a d'ailleurs beaucoup plus que 13 000 salariés de par le monde. Elle a des centaines de sites sur la planète. Et ce qui était intéressant dans le travail d'enquête qu'a mené Catherine Le Gall dans Splend, c'est de montrer l'abîme qui sépare l'image qui est véhiculée par Imerys sur son site de Glomel. Nous sommes la carrière de Guerfalès. C'est comme ça qu'on l'appelle localement. Entreprise familiale, c'est vendu comme ça. Voilà, petite entreprise familiale. Bon, c'est pas ça qui est dit littéralement, mais c'est un peu cette idée-là qui est véhiculée. Et puis, en fait, qu'est-ce que c'est Imerys ? Imerys, c'est le cœur du capitalisme international. Les familles qui détiennent Imerys, ce sont parmi les familles les plus riches du Canada et de la Belgique. On parle de multimilliardaires. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que, en fait, je vous parle là de la France métropolitaine, il y a des permis, donc des permis déposés par Braise Ressources dans le Morbihan, il y a des permis en Haute-Vienne, il y a des permis un peu partout, mais dans une grande partie de ce qui est la France, il y a plus de permis et il y a plus d'exploitation. Hein. La Guyane, la Nouvelle-Calédonie est consacrée à l'exploitation du nickel depuis la colonisation. Donc il y a énormément de projets. Si on compare ce qui se passe en France métropolitaine et ce qui se passe ailleurs, en fait c'est quand même bien peu. Je laisserai les auditeurs aller découvrir l'ensemble de l'enquête qui est en ligne sur splend.org et avec ce dernier volet qui est consacré à celui qui est présenté comme un véritable chercheur d'or, Keith Barron, qui est donc celui qui se cache là derrière cette start-up Braise Ressources qu'on a citée, basée à Lorient mais qui trouve ses origines au Canada. Pour terminer, je voulais quand même avoir une question un peu en forme de contrepoint. Si on est pragmatique aujourd'hui, nos usages actuels d'outils numériques et puis le mouvement d'électrification des voitures, mais aussi de plein d'autres choses, nécessitent aujourd'hui beaucoup de métaux rares. Est-ce qu'il ne reste pas préférable de produire plus près et avec un cadre qu'on va dire moins néfaste pour les travailleurs et l'environnement que de dépendre de la Chine, de la Russie ? On terminera là-dessus. Alors, la première chose à voir, c'est que il faut absolument arrêter d'alimenter un gouffre. Si vous prenez l'électrification du parc automobile d'un seul pays, comme la France, ça fait appel à plus qu'il n'est produit de cobalt et de lithium sur toute la planète, vous voyez ? Donc on ne pourra pas répondre à tous ces besoins si on garde l'idée de la voiture individuelle, en plus de voitures électriques qui font plus d'1,5 tonne. C'est pas possible. Donc si l'idée c'est de relocaliser les mines,
pour répondre à un enjeu de justice sociale. C'est légitime, mais c'est malheureusement pas du tout ça qui est fait. Ce qui est fait, c'est qu'il y a des mines partout. Il y a des projets miniers partout. Et que la mine de lithium, par exemple, qu'Imerys veut ouvrir en Allier, c'est une sorte de gisement stratégique de sûreté, en quelque sorte, mais qui va être complété par d'autres mines, par exemple, sur les territoires autochtones au Canada, dont je reviens, en Afrique, dans le triangle du lithium en Amérique du Sud. Donc, vous voyez, le problème, c'est effectivement la demande en métaux qui est absolument colossale. Et notre responsabilité, c'est pas d'accepter des mines en croyant la fable selon laquelle une mine ici égale moins de mines ailleurs. C'est d'interroger les politiques publiques qui sont des politiques ultra consommatrices de métaux. Déployer la 5G, c'est ultra consommateur de métaux. Et c'est criminel, en fait. C'est un énorme problème. Et il y a énormément de projets comme ça. En fait, la plupart des projets industriels, du point de vue de leur bilan métal, posent problème. Et c'est là-dessus que, collectivement, on peut agir. On laissera les auditeurs intéressés par le sujet aller découvrir ce travail d'enquête, un dossier en 5 volets dont les derniers ont été publiés fin décembre 2024. C'est comme toujours à lire en libre accès sur le site splend.org et vous êtes toujours invité, si vous le pouvez, à soutenir le projet de Splend, ce média indépendant d'investigation breton pour lequel vous avez donc signé une partie de ce travail d'enquête. Célia Isoard, vous êtes journaliste, philosophe et spécialiste des nouvelles technologies sous l'angle de leurs impacts sociaux et environnementaux. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.